Ma mère a dit que j'étais trop gênante pour être à la fête de fiançailles de ma sœur. Alors, ils m'ont enfermé dans le grenier. Pas de téléphone. Pas de chaussures. Ils voulaient que je manque la fête. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Le silence m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur la survie dans le foyer Beauclerc pendant que ma sœur Célestine se prélassait dans l'adoration. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, observant, écoutant, collectant des fragments de vérité que ma famille essayait désespérément d'enterrer. La nuit où ils m'ont enfermé dans le grenier pendant sa fête de fiançailles, ils pensaient m'avoir enfin complètement effacé. Au lieu de cela, ils m'ont remis la clé de leur destruction. Du temps seul avec les secrets les plus sombres de notre famille. Lorsque j'ai émergé de cette prison poussiéreuse, je n'étais plus seulement Clotilde. J'étais un châtiment qu'ils n'avaient jamais vu venir. Juste avant que nous n'y revenions, j'adorerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Il me faisait sentir comme une invitée dans ma propre lignée sanguine. J'ai grandi en comprenant que le silence était le bien le plus précieux de la famille Beauclerc. Plus précieux que l'argenterie ancienne que ma mère polissait chaque dimanche. Plus précieux que la collection de premières éditions rares de mon père que personne n'avait le droit de toucher. Dans notre maison, la vérité était désordonnée et les Beauclerc détestaient le désordre par-dessus tout. Mon nom est Clotilde Beauclerc, deuxième fille, celle à laquelle on ne pensait pas, celle qui ne rend pas bien en photo. J'ai appris à me déplacer dans notre vaste maison victorienne comme un fantôme. Pas le genre vengeur, le genre oublié. Le genre dont les pas ne font aucun bruit sur les sols de marbre, dont le reflet se distingue à peine dans les miroirs ornés qui tapissent nos couloirs. Je suis devenu exceptionnellement doué pour ce tour de magie particulier. L'invisibilité. Ce matin a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé avant l'aube, lorsque la maison était encore assez silencieuse pour que je puisse l'entendre respirer. Ces premières heures étaient les miennes seules. À cette heure, ma mère sortirait de sa chambre portant sa robe de soie parfaitement repassée, et la représentation recommencerait. J'ai dépassé la porte fermée de son bureau. Le sanctuaire où il m'était interdit d'entrer sans permission expresse, et j'ai descendu l'escalier. L'odeur du café frais m'a guidé vers la cuisine, où j'espérais la solitude. Au lieu de cela, j'ai trouvé le chaos. Non, plus haut sur la taille. Ne vois-tu pas comme ça fait des plis? Ma sœur Célestine se tenait sur une petite estrade au centre de notre cuisine, les bras tendus comme une prima ballerina pendant qu'une femme à l'air hirsute avec des épingles entre les lèvres ajustait l'ourlet d'une magnifique robe ivoire. Bonjour, ai-je murmuré, me glissant devant elle vers la cafetière. Les yeux de Célestine se sont posés sur moi, puis ont détourné le regard. Tu es levé tôt. Je suis toujours levé tôt. Elle n'a pas répondu, trop occupée à examiner son reflet dans le miroir pleine longueur qui était mystérieusement apparu dans notre cuisine pendant la nuit. La robe était exquise. Des couches de soie qui captaient la lumière du matin et semblaient rayonner de l'intérieur, tout comme Célestine elle-même. Pendant que je me versais mon café, deux hommes en uniforme de traiteur sont entrés par la porte arrière, portant un presse-papier et des menus échantillons. Ils ont hoché la tête poliment dans ma direction avant d'approcher Célestine. Mademoiselle Beauclerc, nous avons les options de menu final pour l'événement de samedi. De samedi? L'événement? J'ai remué mon café lentement, faisant semblant de ne pas écouter. Allons dans la salle à manger, a suggéré Célestine, descendant soigneusement de son estrade. Mère voudra approuver tout. Alors qu'il sortait, j'ai attrapé des fragments de conversation. Des sélections de champagne, des arrangements floraux, des couverts pour 200 invités. Quelque chose d'important se passait dans ma propre maison. Et une fois de plus, j'étais la dernière à savoir. J'ai suivi à distance, m'attardant dans le couloir juste à l'extérieur de la salle à manger. La voix de ma mère portait facilement, nette et autoritaire. Non, seulement Célestine. L'autre, elle ne rend pas bien en photo. L'autre, même pas digne d'un nom. J'ai reculé de l'entrée, café oublié, et je me suis échappé vers le seul endroit où je me sentais vraiment en paix, le jardin. Derrière nos jardins méticuleusement aménagés se trouvait une petite serre, longtemps abandonnée mais toujours debout. À l'intérieur, l'air était chaud et terreux. Les panneaux de verre étaient embués par l'âge. Ici, je pouvais respirer. Alors que je m'installais sur le vieux banc en bois, quelque chose a attiré mon regard. Un coin de cuir dépassant de la terre d'un pot renversé. Curieuse, je l'ai déterré et me suis retrouvé à tenir un petit journal relié en cuir.
Ces pages étaient jaunies mais intactes. L'inscription sur la première page a fait battre mon cœur. Propriété de Romane Beauclerc. Tante Romane, le fantôme de la famille. La sœur que personne ne mentionnait. Tout ce que je savais d'elle venait de conversations murmurées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces ou de vieilles photographies où son visage avait été soigneusement découpé. Elle avait disparu il y a des décennies, et le silence autour de son nom en disait long. J'ai glissé le journal dans la poche de mon gilet juste au moment où le jardinier approchait de la serre. Le secret me semblait chaud contre mon flanc tandis que je retournais à la maison. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon d'activités qui m'excluait. Des fleuristes, des décorateurs et du personnel ont transformé notre maison déjà impeccable en quelque chose d'encore plus immaculé et intouchable. Le soir, j'avais reconstitué la vérité. Célestine était fiancée, et une grande fête était prévue pour samedi pour l'annoncer au monde, ou du moins à la partie de la société lyonnaise qui importait à mes parents. Au dîner ce soir-là, Simon Dumont nous a rejoints, grand, avec des cheveux noirs soigneusement ébouriffés et cette confiance aisée qui vient de la vieille richesse, il s'est assis à côté de Célestine, et en face de moi. Leur fiançailles n'était pas encore officiellement annoncée, mais le diamant massif à la main gauche de ma sœur racontait l'histoire assez clairement. Clotilde, a dit Simon, me surprenant en utilisant mon nom. J'ai entendu dire que tu es une artiste. J'ai levé les yeux de mon saumon à peine touché. Qui vous a dit ça? Son sourire a révélé des dents parfaites. J'ai fait mes recherches sur la famille Beauclerc. Clotilde fait des essais. Ma mère a interjeté, sa voix dédaigneuse. Rien de sérieux. Célestine a lancé à Simon un regard d'avertissement que je ne pouvais pas vraiment interpréter. Discutons de la liste des invités, voulez-vous? Mais Simon a gardé les yeux sur moi. J'adorerais voir ton travail un jour. Il n'y a rien à voir, a dit mon père, parlant pour la première fois ce soir-là. Antoine Beauclerc, autrefois avocat idéaliste, maintenant juriste d'entreprise qui défendait des entreprises qui empoisonnaient des rivières et sous-payaient les travailleurs. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis des années. Clotilde aidera avec les préparatifs samedi. Dans les coulisses, le message était clair. Je n'étais pas une invitée à cette célébration. J'étais du personnel. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde se fut retiré dans sa chambre, je me suis assise en tailleur sur mon lit et j'ai ouvert le journal de Romy à la lumière d'une petite lampe. Son écriture était fluide, presque frénétique, remplie d'observations sur la famille qui me semblait étrangement familière. Elle aussi avait été la deuxième fille, celle qui ne correspondait pas tout à fait au moule des Beauclerc. La dernière entrée datait de quelques jours seulement avant sa disparition. Ils me feront taire, mais ma vérité demeure dans ces murs. Le journal serré contre ma poitrine, je me suis dirigé vers le bureau de ma mère. Je savais qu'elle dormirait à présent. Catherine Beauclerc nécessitait précisément 8 heures de sommeil de beauté chaque nuit. La porte était déverrouillée, inhabituelle pour son espace soigneusement gardé. À l'intérieur, j'ai cherché tout ce qui concernait Romane, des certificats de naissance, des photographies, des lettres. Au lieu de cela, j'ai trouvé un dossier à mon nom. À l'intérieur, des documents sur un fond de fiducie à mon nom avec des bordereaux de retrait portant ce qui semblait être ma signature. Mais je n'avais jamais vu ce compte, jamais signé ces documents. Que fais-tu ici? La voix de ma mère a tranché le silence comme une lame. Je me suis retourné, le papier toujours à la main. Tu as forgé ma signature. Tu as pris de l'argent qui m'était destiné. Elle a traversé la pièce en 3 pas rapides et m'a giflé fort au visage. Le bruit a résonné dans la pièce silencieuse. Petite fouineuse ingrate. Ce n'était pas la première fois qu'elle me frappait, mais c'était la première fois que je ne me recroquevillais pas. Je sais pour tante Romane, ai-je dit, mes joues picotant. J'ai trouvé son journal. La couleur a déserté le visage de ma mère. Donne-le-moi. Non, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te fourres, Clotilde. Elle m'a arraché le dossier des mains. Va te coucher. Nous discuterons de ta punition demain. Le jour suivant s'est passé dans un silence tendu. J'ai essayé d'accéder au bureau de ma grand-mère, une pièce inutilisée depuis des années, selon mes parents, seulement pour le trouver cadenassé. Un autre secret de famille enfermé. À la veille de la fête de fiançailles, alors que les ouvriers transformaient notre maison en vitrine, ma mère m'a approché avec une pile de linge ancien dans les bras. Apporte ça au grenier, a-t-elle ordonné. Ils doivent être rangés correctement à l'abri des invités. Ça ne peut pas attendre après la fête, ai-je demandé, ma suspicion grandissant.
Non, a-t-elle dit simplement. Fais-le maintenant. Tu es dans le chemin ici en bas. J'ai pris le linge et monté les escaliers étroits vers le grenier, un espace que je visitais rarement. La porte était lourde, les gonds protestant alors que je la poussais et entrais. L'air moisi a rempli mes poumons alors que j'entendais un son qui a glacé mon sang, le déclic distinct d'une serrure qui s'enclenche. J'ai laissé tomber le linge et couru à la porte, frappant jusqu'à ce que mes poings me fassent mal. Laissez-moi sortir, mère, père, n'importe qui. Seul le silence a répondu. Par la petite fenêtre du grenier, j'ai regardé Célestine poser avec Simon dans le jardin en dessous. Des photographes les encerclaient comme des satellites, capturant leur sourire parfait, leur amour parfait, leur mensonge parfait. J'étais enfermé, oublié. Mais ils avaient fait une erreur critique. Ils m'avaient laissé le temps de réfléchir, avec des preuves de leur tromperie, et avec une rage grandissante qui alimenterait ce qui allait suivre. Ils ne s'attendaient pas à ce que je m'échappe. Ils auraient dû. Ils m'ont laissé dans la poussière des choses oubliées, ne sachant pas que je suis faite de mémoire. La première heure dans le grenier a été de pure panique. J'ai jeté mon corps contre la porte jusqu'à ce que mon épaule me fasse mal, j'ai crié jusqu'à ce que ma voix se brise et j'ai griffé le bois ancien jusqu'à ce que mes ongles se fendent. Personne n'est venu. Personne n'a entendu. Ou pire, ils ont entendu et ont choisi de m'ignorer. Finalement, l'épuisement m'a forcé à m'arrêter. Je me suis affalé contre la porte, les larmes traçant des sillons nets à travers la poussière sur mon visage. En dessous de moi, à travers les lattes du plancher, j'entendais les faibles sons de la fête qui commençait. Musique douce, rire poli, le léger tintement de verre de champagne. J'ai aperçu mon reflet dans un miroir fissuré appuyé contre une pile de malles, pieds nus, mes cheveux sauvages autour de mon visage, vêtu d'une simple robe en coton que j'avais choisie ce matin-là, maintenant maculée de décennies de crasse de grenier. J'avais l'air d'une folle, de quelqu'un qui n'appartenait pas au monde soigneusement organisé des beaux clercs. Bien, ai-je murmuré à mon reflet. Ils se souviendront de moi. Le grenier était plus grand que je ne m'en souvenais de mes rares incursions enfantines ici. Des meubles oubliés drapés dans des draps jaunis créaient un paysage de fantômes. Des malles et des boîtes bordaient les murs, chacune pouvant potentiellement contenir des morceaux d'histoire familiale jugés trop désordonnés pour être exposés. Une malle en particulier a attiré mon regard, plus neuve que les autres, ses ferrures en laiton brillant encore malgré la poussière. La serrure était solide, mais la clé pendait à un clou à quelques centimètres de là, comme si quelqu'un voulait qu'elle soit finalement trouvée. À l'intérieur, soigneusement organisée, se trouvaient des dizaines de lettres liées par un ruban bleu délavé. J'ai reconnu immédiatement l'écriture de ma grand-mère. La même écriture élégante qui avait étiqueté les cadeaux de Noël et les cartes d'anniversaire tout au long de mon enfance. Ces lettres étaient toutes adressées à une seule personne, Romane. Je me suis installé sur le sol, la malle à côté de moi, et j'ai commencé à lire. La correspondance s'étendait sur des années, commençant par des nouvelles joyeuses quand Romane est partie à l'université et évoluant graduellement vers quelque chose de plus désespéré. Ma grand-mère suppliant Romane de rentrer à la maison pour se réconcilier avec la famille, d'oublier ce qu'elle avait vu. La dernière lettre datait de quelques semaines seulement avant la mort de ma grand-mère. Ma très chère Romy, je ne peux pas quitter ce monde en sachant ce qu'ils t'ont fait. L'internement était l'idée de Catherine. Elle a convaincu ton père que tes épisodes étaient dangereux. J'aurais dû les arrêter. J'aurais dû te protéger. La vérité sur elle et Édouard sortira. Je m'en suis assuré. Les papiers sont dans mon bureau. Trouve-les quand je serai parti. Tout mon amour, toujours. Édouard. Ce nom ne me disait rien, mais il était clairement central à l'histoire de Romy. Plus profond dans la malle, sous les lettres, j'ai trouvé un petit magnétophone, le genre qu'utilisaient les journalistes il y a des décennies. La cassette à l'intérieur était simplement étiquetée « Notre déclaration finale ». J'ai appuyé sur lecture, retenant ma respiration tandis que la bande sifflait et crachotait en prenant vie. Mon nom est Romane Beauclerc. La voix était douce mais intense avec une cadence familière qui m'a donné des frissons. Si vous écoutez ceci, je suis soit morte, soit comme si je l'étais. Ils viennent me chercher demain. Catherine a convaincu tout le monde que je fais une autre crise. Ils appellent ça de la paranoïa. Moi, j'appelle ça voir clair pour la première fois. Elle a fait une pause et je l'ai entendue prendre une respiration tremblante. Je les ai vus ensemble, ma sœur et mon fiancé. Édouard m'a demandé en mariage dimanche. Mercredi, il était dans son lit. Quand je les ai affrontés, Catherine a ri.
réellement ri. Elle a dit, penses-tu vraiment que quelqu'un comme lui choisirait quelqu'un comme toi s'il avait des options? Et le pire, c'est que notre père sait. Il sait et il laisse faire parce que la famille d'Édouard a des relations dont il a besoin. Une autre pause, plus longue cette fois. Ils vont me mettre quelque part de tranquille, quelque part où je ne pourrai pas les embarrasser. Mais j'ai caché des preuves de ce qu'ils ont fait. Les transactions immobilières, l'héritage détourné, tout cela. C'est dans les murs de cette maison. Littéralement, cet endroit était ma prison, mais ce sera aussi mon témoin. La bande s'est arrêtée, me laissant une fois de plus dans le silence. Je suis resté immobile, essayant d'absorber ce que j'avais entendu. Ma mère, jeune à l'époque, mais déjà calculatrice dans sa cruauté, avait volé le fiancé de sa sœur, puis conspiré pour la faire interner quand elle a protesté. Dans les murs, ai-je murmuré, répétant les mots de Romy. J'ai commencé à examiner le grenier plus attentivement, passant mes mains le long des panneaux de bois qui formaient les murs intérieurs. Près du coin le plus éloigné, un panneau sonnait différemment lorsque je frappais, creux comparé aux autres. J'ai poussé contre lui, et à ma surprise, il a basculé vers l'intérieur, révélant une petite alcôve à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y asseoir. À l'intérieur se trouvait un oreiller, une lampe à pile et d'autres journaux. Le sanctuaire de Romy, son échappatoire au sein de sa prison. Le plus récent journal contenait des enregistrements détaillés de conversations entendues à travers les conduits de chauffage, de documents aperçus sur le bureau de son père, de plans discutés lorsqu'il pensait que personne n'écoutait. Romy avait recueilli des preuves, construisant un dossier contre sa famille depuis ces mêmes murs. J'ai ramené la lampe dans l'espace principal du grenier et continué à explorer. Dans une boîte oubliée de décoration de Noël, j'ai trouvé un miroir à main antique traversé par une fissure en son centre. En expérimentant, j'ai découvert qu'en l'orientant vers la petite fenêtre du grenier, je pouvais voir des reflets de ce qui se passait dans la grande salle de bal en dessous. La fête de fiançailles battait son plein. Célestine rayonnait dans sa robe ivoire, se déplaçant d'invité en invité avec un charme exercé. Mes parents se tenaient ensemble près du grand escalier, acceptant les félicitations comme s'ils avaient orchestré le cosmos lui-même plutôt qu'un simple mariage. Et Simon, beau, énigmatique Simon, ne cessait de jeter des coups d'œil vers le plafond, vers le grenier, comme s'il pouvait sentir que je le regardais. À mesure que la soirée avançait, le moment des discours est arrivé. Mon père a parlé en premier, sa voix de dirigeant d'entreprise parfaitement adaptée à l'occasion, suivi par Simon, qui a remercié les Beauclerc de l'avoir accueilli dans leur maison à bras ouverts. Mais alors qu'il disait ces mots, ses yeux se sont de nouveau dirigés vers le haut, et j'aurais juré qu'il me regardait directement à travers les lattes du plancher, à travers le plafond, à travers les barrières qu'ils avaient placées entre nous. Je suis retourné à l'alcôve cachée de Romy, un mince dossier contenant des documents légaux. Parmi eux se trouvait la preuve d'un fonds de fiducie familiale qui avait été redirigé vers Célestine à l'aide de signatures falsifiées. Mes signatures, créées des années avant que je n'ai l'âge légal pour signer quoi que ce soit. Ils me volaient depuis toute ma vie, se préparant au jour où je pourrais découvrir ma propre valeur et réclamer ce qui m'appartenait de droit. La nuit s'est approfondie à l'extérieur de la petite fenêtre du grenier. La fête continuait en bas, mais l'énergie avait changé. Plus d'alcool, des rires plus forts, le vernis de la perfection commençant à s'amenuiser à mesure que les heures passaient. Je savais que c'était mon moment. Utilisant des pieds de meubles cassés et le linge ancien que ma mère avait si commodément fourni, j'ai construit un système improvisé de cordes et de poulies ancrées à la malle la plus lourde du grenier. La physique était simple. Je les avais apprises dans les cours de sciences de l'école que mes parents reconnaissaient à peine. Ma descente serait lente, méthodique, délibérée, pas une fuite effrénée, mais un retour calculé. Je me suis changé, trouvant une vieille chemise de nuit blanche dans l'une des malles. Elle avait appartenu à ma grand-mère, peut-être, ou à Romane elle-même. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Je reviendrai à la fête comme un fantôme du passé de la famille, portant le vêtement d'une femme qu'ils avaient essayé d'effacer. J'ai ouvert la fenêtre du grenier et regardé le jardin en contrebas. L'air nocturne était frais sur ma peau, portant le parfum des roses précieuses de ma mère. D'une manière ou d'une autre, j'étais sur le point de changer la famille Beauclerc pour toujours. Avec le journal de Romy bien serré contre ma poitrine, j'ai commencé ma descente. Il pensait que j'étais parti. Je voulais qu'il me voie surgir. L'air frais de la nuit a embrassé ma peau tandis que je me laissais descendre le long du flanc de notre maison familiale. Mes mains brûlaient à cause de la friction de la corde improvisée, mais la douleur semblait clarifiante, nécessaire. Avec chaque centimètre de descente,
j'ai perdu une autre couche de la Clotilde obéissante et invisible que j'avais été entraîné à être. Mes pieds nus ont touché l'herbe humide, et pendant un instant, je me suis simplement tenu là, respirant la liberté. Musique et rire s'échappaient des portes-fenêtres ouvertes menant à notre grande salle de bal. À l'intérieur, 200 membres de l'élite lyonnaise célébraient les fiançailles de ma sœur, un événement dont on ne m'avait même pas parlé avant que je n'entende sa planification. J'ai marché lentement vers la lumière, la chemise de nuit blanche flottant autour de mes chevilles. Je devais ressembler à une apparition. Cheveux sauvages à cause de mon enfermement au grenier. Visage maculé de poussière, yeux brillants de détermination. J'ai serré le journal de Romy dans une main, ma bouée de sauvetage vers la vérité. Personne ne m'a remarqué au début. Je me suis glissé par l'embrasure de la porte et me suis tenu à la lisière de la foule, observant. Des lustres en cristal projetaient une lumière fragmentée à travers la pièce. Des sculptures de glace dégoulinaient lentement sur des plateaux en argent. Célestine se tenait au centre de tout cela, rayonnante dans sa robe ivoire, la main de Simon possessivement au creux de son dos. Puis, comme une ondulation dans l'eau calme, la conscience de ma présence s'est répandue. Une femme en bleu saphir s'est tournée. Flûte de champagne à mi-chemin de ses lèvres, et s'est figée. Son regard en a déclenché un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'une poche de silence s'ouvre autour de moi. Qui est-ce? A murmuré quelqu'un, trop fort. N'est-ce pas sa sœur? Est venue la réponse. Pourquoi est-elle ici comme ça? Le silence s'est propagé jusqu'à atteindre ma mère. Catherine Beauclerc s'est retournée, son sourire mondain toujours figé jusqu'à ce qu'elle me voie. La transformation a été immédiate, son visage s'est durci, ses yeux se rétrécissant en fente, sa bouche s'amenuisant en une ligne exsangue. Elle a traversé la pièce avec une rapidité remarquable pour une femme chaussée de talons de 10 centimètres. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais » a-t-elle sifflé, saisissant mon coude et enfonçant ses ongles manucurés dans ma peau. « Tu gâches tout. » J'ai regardé sa main sur mon bras, puis directement dans ses yeux. « Non » ai-je dit, ma voix stable. Je suis enfin sur la photo. Je me suis dégagé de son emprise et me suis déplacé plus loin dans la pièce. La foule s'est fendue devant moi comme la mer Rouge, un mélange de confusion et de curiosité morbide sur leurs visages soigneusement arrangés. Mon père se tenait près du bar, son expression une étude de la fureur contenue. Il n'a fait aucun mouvement pour intervenir. Antoine Beauclerc avait perfectionné l'art de l'absence stratégique. Célestine m'a vu ensuite. Le sang a déserté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a murmuré quelque chose d'urgent à Simon, qui s'est tourné pour me regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pas exactement du choc, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux élaborés et j'ai déposé le journal de Romy parmi les cadeaux emballés, l'ayant préalablement attaché avec un morceau de ruban doré que j'avais trouvé dans le grenier. Mon offrande aux heureux fiancés. Tandis que je m'éloignais de la table, Simon est apparu à mes côtés. Célestine était à plusieurs mètres derrière lui, essayant clairement de me rejoindre, mais bloquée par des personnes qui venaient les féliciter. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais dans cet endroit » a-t-il dit doucement. Sa voix n'était destinée qu'à moi. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai le regardé fixement, cherchant sur son visage la signification derrière sa déclaration impossible. « De quoi parlez-vous ? Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant cette semaine. » Ses yeux, d'un bleu profond, presque marine dans l'éclairage tamisé, ont retenu les miens. Il y a 5 ans, le vernissage de la galerie à Londres. Tu portais une robe verte qui correspondait à tes yeux. La mémoire s'est abattue sur moi. Une escapade d'un week-end que j'avais faite pendant que mes parents pensaient que j'étais en voyage scolaire. Une galerie d'art dans un quartier artistique de Londres, un bel inconnu qui m'avait parlé de l'utilisation de la lumière et de l'ombre par Caravage pendant des heures. Nous avions marché le long de la Tamise jusqu'à l'aube, et quand il m'avait embrassé pour me dire au revoir, il avait promis de me retrouver. « C'était vous » ai-je murmuré. « Ça a toujours été toi, Clotilde. » Sa voix portait un poids de regret qui m'a fait mal au cœur. Mais ensuite j'ai appris qui tu étais, qui était ta famille, et tu as choisi Célestine à la place. Les pièces se sont mises en place avec une clarté écœurante. J'ai fait une erreur. Vous avez fait un choix. J'ai corrigé, reculant. Et moi aussi. Célestine nous a enfin rejoints, son sourire fragile alors qu'elle passait son bras dans celui de Simon. Chérie, les Durand veulent nous féliciter. Elle n'a pas du tout reconnu ma présence, comme si en m'ignorant, elle pouvait me faire disparaître.
Mais j'en avais fini d'être invisible. Je me suis déplacé au centre de la pièce, me positionnant délibérément sous l'énorme lustre en cristal, le point central où le quatuor à cordes avait joué plus tôt. Les musiciens avaient fait une pause, laissant un vide parfait que ma voix pouvait remplir. Mesdames et messieurs, ai-je lancé, ma voix plus forte que je ne m'y attendais. J'aimerais proposer un toast. La pièce s'est figée. Tous les regards se sont tournés vers moi. La fille aux cheveux sauvages en chemise de nuit pieds nus sur le marbre italien osant parler de l'héritage de la famille Beauclerc. J'ai continué en levant un verre imaginaire bâti sur des voix réduites au silence et des avenirs volés. Ma mère s'est dirigée vers moi, mais mon père lui a attrapé le bras, son expression calculatrice. Il évaluait les mesures de limitation des dégâts nécessaires, pesant les options. Toujours l'avocat. Beaucoup d'entre vous ont connu ma grand-mère, ai-je dit, m'adressant à la foule. Certains d'entre vous se souviennent peut-être même qu'elle avait 2 filles, Catherine et Romane. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Les invités plus âgés ont échangé des regards. Romy a disparu il y a des décennies. L'histoire familiale était qu'elle avait fait une dépression nerveuse, qu'elle était instable, voire dangereuse. Mais j'ai trouvé son journal. J'ai fait un geste vers la table des cadeaux. Et savez-vous ce qui s'est vraiment passé? Elle a découvert que sa sœur, ma mère, avait une liaison avec son fiancé. Quand elle les a affrontés, ils l'ont fait interner. Ils l'ont effacé tout comme ils ont essayé de m'effacer ce soir en m'enfermant dans le grenier pendant cette fête. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Un photographe engagé pour documenter les fiançailles parfaites a levé son appareil photo et a capturé l'instant. L'horreur de ma mère. La calcul froide de mon père. La fureur de Célestine. L'expression illisible de Simon et moi, enfin visible. Je ne disparaîtrai pas, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Pas comme elle. Le flash des appareils photo a ponctué mes paroles. Pas seulement le photographe officiel maintenant, mais les invités avec leur téléphone, capturant l'effondrement de la façade Beauclerc. Derrière moi pendait un immense portrait de ma grand-mère, ses yeux semblant me suivre avec quelque chose comme de l'approbation. Ma mère s'est finalement dégagée de la contrainte de mon père et s'est précipitée vers moi, le visage déformé par la rage. Petite ingrate, prudent, mère, ai-je interrompu. Ils enregistrent. Elle s'est arrêtée net, soudainement consciente des téléphones pointés dans notre direction. Que veux-tu, a-t-elle demandé, sa voix basse et dangereuse. La vérité, ai-je répondu simplement. Toute la vérité. En commençant par ce qui est arrivé à tante Romane après que vous l'avez fait interner. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, a-t-elle sifflé. Les dégâts que tu causes. Les dégâts étaient déjà faits, ai-je dit. Je ne fais que les révéler, comme sur un signal. Quelqu'un a éteint les lumières du plafond et le quatuor est retourné à sa position. La fête tentait de se relancer pour continuer malgré la scène que j'avais provoquée. Mais c'était trop tard. L'image parfaite était fracturée. Les téléphones bourdonnaient déjà de messages, les notifications des réseaux sociaux cliquetaient tandis que l'histoire de la fille du grenier commençait à se répandre. J'ai marché vers la sortie, la tête haute, consciente de chaque regard suivant mes mouvements. En passant devant Simon, il a tendu la main vers la mienne, mais je me suis dégagé. Vous auriez pu me sauver, ai-je murmuré. Au lieu de ça, vous vous êtes joint à eux. Dehors, dans l'air frais de la nuit, j'ai pris ma première respiration profonde en tant que femme dotée de pouvoir. L'empire des secrets des Beauclerc avait commencé à s'effondrer et de ses ruines, je bâtirais quelque chose de vrai. Ils m'avaient enfermé parce qu'ils craignaient ce que je pourrais devenir. Ils avaient raison d'avoir peur. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de vérité. Et la vérité change tout. Le matin après la fête de fiançailles, je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant pour ce que je savais être la dernière fois. La maison était étrangement silencieuse. Pas de personnel s'activant, pas de camion de livraison dans l'allée, aucun des bruits habituels de la perfection Beauclerc entretenue, juste le silence et le poids des mots inexprimés. J'ai fait un seul sac, vêtements, articles de toilette, mes carnets de croquis, et les preuves que j'avais recueillies dans le grenier. Alors que je fermais le sac, on a frappé doucement à ma porte. C'est ouvert, ai-je appelé, m'attendant à la fureur de ma mère ou au congé froid de mon père. Au lieu de cela, Simon est entré dans la pièce, l'air froissé et épuisé. Sa chemise ajustée était froissée, ses cheveux ébouriffés comme s'il avait passé ses mains dedans toute la nuit. Tu pars, a-t-il dit, hochant la tête vers mon sac.
Est-ce que Célestine t'a envoyé pour m'arrêter? Il a secoué la tête. Elle ne sait pas que je suis ici. Personne ne le sait. Il a traversé la pièce et s'est assis sur le bord de mon lit, non invité cette nuit-là à Londres. Je ne l'ai jamais oublié. Arrête, ai-je dit sèchement. Tout ce que nous avions est mort au moment où vous avez choisi ma sœur. Je ne savais pas quelle était ta sœur quand nous nous sommes rencontrés, a-t-il insisté. Quand j'ai compris plus tard, j'ai pensé que c'était peut-être le destin. Un chemin de retour vers toi. J'ai ri, le son creux même à mes propres oreilles. Par des fiançailles avec Célestine. C'est un sacré détour. J'ai été un lâche, a-t-il admis. J'ai vu ce que ta famille avait, ce qu'ils pouvaient offrir. Et une fois que j'étais dedans, j'ai pensé que je pouvais t'aider d'une manière ou d'une autre de l'intérieur. Aidez-moi. J'ai secoué la tête avec incrédulité. J'ai passé des années invisibles dans cette maison pendant que vous jouiez le rôle du gendre parfait. Ce n'est pas de l'aide, Simon. C'est de la complicité. Il a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Hier soir a tout changé. Il a dit que les gens parlaient. La réputation des Beauclerc. Je ne me soucie pas de la réputation des Beauclerc. Je l'ai coupé court. Je me soucie de ce qui est arrivé à Romy. Je me soucie de la vérité. J'ai mis mon sac sur l'épaule et me suis dirigé vers la porte. Au revoir, Simon. Où iras-tu? A-t-il appelé après moi. J'ai fait une pause dans l'embrasure. Pour trouver ce qui m'appartient. J'avais un arrêt de plus avant de quitter la maison. Le bureau de ma grand-mère. Dans le chaos qui a suivi ma révélation à la fête, j'ai remarqué que le cadenas était manquant à la porte. Soit quelqu'un l'avait retiré à la hâte, soit il ne voyait plus l'intérêt de le garder fermé maintenant que les secrets se répandaient. Le bureau était une capsule temporelle, intouchée depuis des années. De lourds rideaux de velours fermaient la lumière du matin, et l'air sentait les vieux livres et le parfum oublié. Je me suis dirigé directement vers le massif bureau en chêne qui dominait la pièce et j'ai commencé à fouiller méthodiquement les tiroirs. Dans le tiroir du bas, derrière un faux panneau que j'ai découvert par accident lorsque mes ongles se sont accrochés à une couture presque invisible, j'ai trouvé un portefeuille en cuir contenant le testament original de ma grand-mère. Le document était clair. Romane devait hériter de la moitié du domaine, le reste étant partagé entre ma mère et tous les futurs petits-enfants. Le nom de ma mère n'apparaissait nulle part en tant qu'exécutrice testamentaire ou fiduciaire. J'ai glissé le testament dans mon sac et j'ai continué à chercher. Dans un compartiment caché sous une latte de plancher lâche sous le siège de la fenêtre, cette famille avait un talent pour les cachettes mélodramatiques. J'ai trouvé plus de preuves. Relevés bancaires montrant des retraits systématiques des comptes de fiducie au nom de Romane et au mien. Acte de propriété avec signature falsifiée. Et le plus accablant de tous, la correspondance avec la clinique Les Genêts concernant le traitement de Romy. Muni de ces preuves, j'ai quitté la maison Beauclerc sans dire au revoir à mes parents ni à Célestine. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Peut-être pensaient-ils que je m'enfuirais honteusement, que mon accès de colère serait oublié en un ou deux cycles d'information. Ils ont sous-estimé à la fois moi et le pouvoir de la vérité à l'ère des réseaux sociaux. Je me suis enregistré dans un modeste hôtel du centre-ville et j'ai passé les 3 jours suivants à passer des appels téléphoniques, à numériser des documents et à suivre la piste des miettes de pain de la vie de Romy après son internement. Les pièces se sont rassemblées lentement, les papiers de sortie des Genêts menant à un centre de réadaptation dans le Périgord, ce qui a conduit à un changement de nom de Romane Beauclerc en Geneviève Lefebvre, ce qui a finalement conduit à une petite structure de soins près de Bordeaux. La structure n'était rien comparée à l'imposant manoir victorien dans lequel j'avais grandi. Bâtiment bas et moderne niché parmi les pins, avec de larges fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. La réceptionniste m'a regardé avec lassitude quand j'ai demandé à voir Geneviève Lefebvre. Clairement, ils étaient protecteurs envers leurs résidents. Je suis sa nièce. Il attendait Léonard. Je n'ai appris que récemment qu'elle était en vie. L'expression de la femme s'est légèrement adoucie. Elle n'a jamais de visite. Je sais que c'est en partie pourquoi je suis ici. Après quelques appels téléphoniques et un examen de ma pièce d'identité, j'ai été conduite le long d'un couloir tranquille vers un petit espace jardin. Et là elle était, tante Romy, maintenant âgée de 60 ans, ses cheveux d'un blanc saisissant sur sa peau pâle. Elle était assise dans un fauteuil roulant face à un parterre de marguerites, un carnet de croquis posé sur ses genoux. « Ruth », a dit l'aide-soignante doucement, « vous avez une visite. Votre nièce, Clotilde. » Romane s'est tournée lentement,
ses mouvements délibérés. Quand ses yeux ont rencontré les miens, je l'ai vu. Le même vert que mes propres yeux. La même forme. Les yeux de la famille. La reconnaissance a traversé son visage, suivi de confusion, puis de prudence. Tu lui ressembles, a-t-elle dit, sa voix rauque à force de ne pas servir. Ma mère, autour des yeux. J'ai apporté quelque chose à vous, ai-je dit, m'approchant lentement. J'ai tendu son journal, celui que j'avais trouvé dans la serre du jardin. Ses mains ont tremblé tandis qu'elle le prenait, ses doigts traçant la couverture en cuir usé. Ils m'ont dit que j'imaginais des choses, que j'inventais des histoires. Elle m'a regardé. L'avez-vous lu? Oui, ai-je admis. Il m'a mené à vous. L'aide-soignante s'est discrètement éloignée, nous donnant de l'intimité tout en restant à portée de vue. Ils te feront du mal si tu les fais paraître petits, a averti Romy, sa voix devenant soudainement urgente. Catherine, elle détruit ce qu'elle ne peut pas contrôler. Je sais, ai-je dit, m'asseyant à côté d'elle. J'ai déjà commencé à me défendre. Pendant les 2 heures suivantes, je lui ai tout raconté. Les fiançailles, ma détention au grenier, mon évasion et ma confrontation, les preuves que j'avais trouvées. Tandis que je parlais, quelque chose dans le visage de Romy a changé. La confusion voilée dans ses yeux s'est dissipée, remplacée par une intelligence vive que des décennies de médicaments et d'isolement n'avaient pas réussi à éteindre. Le testament, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Mère l'a changé avant de mourir. Catherine n'aurait pas laissé ça passer. J'ai trouvé l'original, ai-je confirmé. Et des enregistrements de ce qui est arrivé à votre héritage et au mien. Le rire de Romy était surprenant, amer, mais vivant. Que ferez-vous de tout cela? Les démasquer? Ai-je dit simplement, rétablir la justice. Lorsque j'ai quitté l'établissement de soins ce soir-là, j'avais des pages de notes, nom, date, numéro de compte, et surtout, le témoignage lucide de Romy sur ce qui lui était arrivé. Elle n'était pas la femme divagante et délirante que ma famille avait décrite. Elle était lucide, éloquente, et en colère, tout comme moi. Le lendemain matin, j'ai contacté une journaliste que j'avais trouvée grâce à des recherches minutieuses, Claire Moreau, connue pour ses enquêtes sur la fraude financière et les dynasties familiales. Je lui ai envoyé des copies des documents les plus accablants et un bref aperçu de l'histoire. Sa réponse a été immédiate. Rencontrons-nous. Autour d'un café dans un café tranquille loin des lieux habituels de ma famille, j'ai exposé toute l'histoire sordide, l'héritage volé, l'internement d'une femme saine d'esprit pour la faire taire. Les décennies de fraude. Claire a écouté sans interruption, enregistrant notre conversation avec ma permission. Ce n'est pas juste une affaire de famille, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. C'est une activité criminelle. Fraude financière, vol d'identité, éventuellement fausse incarcération. Elle a tapoté son stylo contre son bloc-notes. Es-tu préparé à ce qui va se passer quand cela deviendra public? Pas seulement l'embarras social. Nous parlons de possibles poursuites pénales contre tes parents. Je suis préparé. J'ai dit, et je le pensais. L'histoire a éclaté 3 jours plus tard. Pas un petit article enfoui dans la section locale, mais une en première page avec un titre, L'empire de la famille Beauclerc bâti sur la fraude et des voix réduites au silence. L'article était accompagné d'une photographie de moi debout devant l'établissement de soins avec Romy, nous regardant toutes deux directement dans l'appareil photo, sans ciller. La réponse a été immédiate et écrasante. En milieu d'après-midi, le cabinet d'avocats de mon père avait publié un communiqué se distanciant de lui. Le soir, le conseil d'administration de son principal client d'entreprise avait convoqué une réunion d'urgence. Les comptes de Célestine sur les réseaux sociaux sont devenus inactifs après que ses contrats de parrainage avec 3 marques de luxe ont été publiquement résiliés. J'ai reçu un appel de Simon juste avant minuit. Ils sont en train d'imploser, a-t-il dit sans préambule. Ton père n'est pas sorti de son bureau depuis 2 jours. Ta mère est sous une sorte de médicament qui la rend à peine consciente. Célestine menace de quitter le pays. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Parce que je pense que tu devrais savoir ce que tu as accompli, a-t-il dit. Et parce que je veux aider si tu me laisses faire. J'ai des informations sur certaines des transactions financières, des choses que j'ai remarquées pendant que je me rapprochais de ta famille. J'ai considéré son offre. Envoie ce que tu as à Claire Moreau. Elle saura quoi en faire. Et nous, a-t-il demandé doucement. Il n'y a pas de nous, Simon. Il ne peut pas y en avoir. Après avoir raccroché,
Je me suis assise sur le bord de mon lit d'hôtel, soudainement épuisée. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. C'était juste le début d'un long processus de rétablissement de la vérité et de reconstruction. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre recommandée contenant une seule clé et une adresse à Bellegarde-sur-Saône. La note d'accompagnement disait « Pour la petite nièce de Romane. Utilisez-la bien ». Elle était signée par l'ancien avocat de ma grand-mère, un homme que je n'avais rencontré qu'une seule fois à ses funérailles. La clé ouvrait la porte d'une petite mais élégante maison de ville remplie d'art et de livres, un refuge secret que ma grand-mère avait établi dans ces dernières années. Dans le bureau, j'ai trouvé des documents sur un fonds de fiducie distinct qu'elle avait créé pour moi, un que mes parents n'avaient jamais découvert et ne pouvaient pas toucher. Avec la sécurité financière est venue la liberté de planifier soigneusement mes prochains mouvements. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit des successions et j'ai commencé le processus de contestation de la distribution frauduleuse des biens de ma grand-mère. J'ai commandé un audit complet des finances de la famille Beauclerc, révélant des décennies de vols systématiques. Et j'ai commencé à rendre visite à Romy régulièrement, lui apportant des fournitures artistiques, des livres, et progressivement des nouvelles du monde extérieur. Avec des soins appropriés et une médication réduite, elle s'est améliorée rapidement, son esprit s'éclaircissant, ses mains assez stables pour tenir un pinceau à nouveau. Lors d'une visite, j'ai apporté le journal local. Le titre disait « Le domaine Beauclerc mis en vente aux enchères suite à des allégations de fraude. Es-tu triste de le voir partir ?» a demandé Romy, étudiant mon visage. Non, ai-je dit honnêtement. Cette maison n'a jamais été un foyer. Juste une belle prison pour nous deux. Elle m'a pris la main, sa peau parcheminée contre la mienne. Ils pensaient pouvoir nous effacer. Nous rayer de l'histoire familiale. Ils ont échoué, ai-je dit. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite à ma maison de ville de Bellegarde-sur-Saône. Ma mère Catherine Beauclerc ne ressemblait en rien à la femme impérieuse qui avait dirigé notre foyer avec une précision glaciale. Ses cheveux étaient ternes, son maquillage minimal, ses vêtements chers, mais froissés. Puis-je entrer, a-t-elle demandé, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée, regardant autour de l'espace rempli d'art avec quelque chose comme de la reconnaissance. Le goût de mère, a-t-elle murmuré. J'aurais dû savoir qu'elle trouverait un moyen de nous contourner. Que voulez-vous, ai-je demandé, sans lui offrir de siège. Elle a rencontré mes yeux, et pour la première fois de ma vie, j'y ai vu la peur. Le conseil d'administration vote demain sur l'opportunité de déposer plainte. Le cabinet de votre père a déjà résilié son partenariat. Célestine a tout perdu. Ses parrainages, sa position sociale, ses fiançailles. Simon a rompu. Bien sûr qu'il l'a fait, a-t-elle dit amèrement. Il sait de quel côté souffle le vent. Toujours su. Je suis restée silencieuse, attendant. J'ai essayé de te protéger, a-t-elle dit soudainement. Du fardeau d'être toi. Me protéger en m'enfermant dans le grenier, en volant ce qui m'appartenait de droit, en me faisant sentir invisible toute ma vie. Tu ne comprends pas ce que cela signifie d'être une femme Beauclerc, a-t-elle dit. Les attentes, les limitations, le regard constant. Je voulais quelque chose de différent pour Célestine. Et toi, tu ressemblais tellement à Romane, trop sensible, trop observatrice, trop peu disposée à jouer le jeu. Alors tu me punis pour ça? Ai-je dit, exactement comme tu l'as puni. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle s'est approchée, sa détresse palpable. Laisse tomber les avocats. Dis à cette journaliste que tu t'es trompée. Nous pouvons arranger ça en famille. J'ai secoué la tête. Nous n'avons jamais été une famille, juste des acteurs dans ta parfaite production de vie. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je suis ta mère. Non, ai-je dit doucement. Vous êtes juste la femme qui m'a donné naissance. Une mère m'aurait aimé, protégé, vu. Elle est partie sans un autre mot. Ses épaules se sont affaissées de défaite. J'ai regardé par la fenêtre tandis qu'elle marchait vers sa voiture, semblant soudain vieille et petite dans la lumière de l'après-midi. Le lendemain, j'ai rendu visite à Romane à nouveau. Elle était assise dans le jardin, esquissant des marguerites, quand je suis arrivé. J'ai réfléchi, ai-je dit, m'installant à côté d'elle, à ce que je vais faire de l'argent quand le domaine sera finalement réglé. Elle a levé les yeux, intéressée. Je veux créer une fondation, ai-je continué. Pour les survivants d'abus institutionnels,
les gens qui ont été réduits au silence comme vous. Elle a hoché la tête lentement. Une bonne utilisation de l'argent des Beauclerc. Enfin. Nous sommes restés dans un silence agréable pendant un moment. Le seul son le frottement de son crayon sur le papier. Puis elle a mis son carnet de croquis de côté et s'est tournée vers moi. Il ne me reste pas beaucoup de temps, a-t-elle dit avec naturel. Les médecins disent que mon cœur faiblit. Trop d'années de ces médicaments qu'ils m'ont forcé à prendre. Romy, elle m'a serré la main. Je n'ai pas peur, Clotilde. J'ai été à moitié morte pendant des décennies. Ces dernières semaines avec toi ont été plus de vie que je n'en ai eu depuis des années. J'ai senti les larmes monter et je les ai ravalées. J'aurais aimé vous trouver plus tôt. Tu m'as trouvé exactement quand tu le devais, a-t-elle dit. Quand tu étais assez forte pour finir ce que j'avais commencé. 3 jours plus tard, Roman est décédé paisiblement dans son sommeil. J'étais avec elle à la fin, lui tenant la main tandis que sa respiration ralentissait et s'arrêtait finalement. Les infirmières m'ont dit qu'elle n'avait pas souffert, que c'était une mort douce, le genre qu'elle méritait. Après une vie si difficile, j'ai organisé une petite cérémonie commémorative privée. Aucun des Beauclerc n'a assisté, bien que j'ai envoyé des notifications formelles. Seul le personnel de l'établissement de soins, Claire la journaliste, et étonnamment, Simon sont venus rendre hommage. Je ne l'ai jamais rencontré, a dit Simon alors que nous nous tenions près de sa simple tombe. Mais j'ai l'impression de l'avoir connu à travers toi. Je n'ai pas répondu, mon chagrin étant encore trop vif pour une conversation. Après la cérémonie, je suis retourné au domaine Beauclerc une dernière fois. La vente aux enchères était prévue pour la semaine suivante, mais j'avais d'abord des affaires inachevées là-bas. J'ai gravi les escaliers familiers menant au grenier portant un petit bidon d'essence. L'espace avait l'air différent à la lumière du jour, plus petit, moins menaçant, juste une pièce poussiéreuse pleine de choses oubliées. Pas la chambre des horreurs qu'il avait semblé la nuit où j'avais été enfermé à l'intérieur. Méthodiquement, j'ai versé l'essence sur les malles contenant des photographies de famille, sur les meubles drapés de drap jauni, sur les lattes du plancher où Roman avait caché sa vérité. J'étais prudente. Il ne s'agissait pas de détruire la maison, juste de purifier cette pièce particulière de son obscurité. J'ai allumé une allumette et regardé les flammes prendre et se propager, consumant les preuves physiques de génération de secrets Beauclerc. Puis je suis descendu et sorti par la porte d'entrée, appelant les pompiers en partant. Ils arriveraient à temps pour sauver la maison, mais pas le grenier. C'était exactement ce que j'avais l'intention de faire. Le lendemain matin, je me suis assise dans le bureau de mon avocat, signant les documents finaux pour établir la fondation romane. La fortune des Beauclerc, ce qui en restait après les batailles juridiques et la restitution, financerait des refuges et un soutien juridique pour les survivants d'abus institutionnels. Tandis que je sortais du bâtiment, j'ai aperçu mon reflet dans les portes vitrées. Toujours reconnaissable, mais changée, plus forte, plus définie. Je ne me déplaçais plus comme quelqu'un essayant de disparaître. Je n'étais pas leur échec. J'étais leur châtiment. 6 mois après la fête de fiançailles qui a tout changé. Je me suis tenu dans une petite salle d'audience, mes mains stables tandis que je signais les documents. La juge, une femme aux yeux gentils et aux cheveux argentés, a souri en tamponnant le document. « Félicitations, mademoiselle Rommel. » A-t-elle dit, votre changement de nom est officiel. Clotilde Rommel, plus une Beauclerc. J'avais pris le nom de Roman, pas son nom de famille complet, mais une variation qui l'honorait tout en restant uniquement la mienne. Ça semblait juste, comme enfiler des vêtements qui avaient été taillés spécifiquement pour moi. Dehors, devant le palais de justice, Claire attendait, enregistreur à la main. Depuis qu'elle avait révélé l'histoire des Beauclerc, sa carrière avait décollé, et nous avions développé une amitié prudente basée sur le respect mutuel. « Qu'est-ce que ça fait ?» a-t-elle demandé tandis que nous marchions vers un café voisin. « Comme la liberté », ai-je répondu honnêtement. Comme si je pouvais enfin respirer sans porter leur nom dans mes poumons. Nous nous sommes installés à une table de coin et elle a placé son enregistreur entre nous. « Ça te dérange ? Les gens sont toujours fascinés par ton histoire. » J'ai hoché la tête pour donner ma permission. La frénésie médiatique initiale s'était calmée, mais l'intérêt public restait élevé, surtout depuis l'annonce de la fondation romane. Il y a autre chose, a dit Claire, son expression devenant sérieuse. Édition Lumière m'a approché au sujet de ton histoire. Ils veulent un livre, le récit complet de ton point de vue. J'ai dit que je n'en parlerais même pas sans t'avoir parlé d'abord. J'ai fixé mon café,
considérant l'idée d'exposer encore plus ma vie au regard public. Était intimidante, mais il y avait du pouvoir à contrôler le récit. Je le ferai, ai-je dit finalement. Mais à une condition, je veux l'écrire moi-même. Les sourcils de Claire se sont levés. Tu n'es pas écrivain fantôme. Je tiens des journaux depuis que j'ai 12 ans, ai-je expliqué. L'écriture est la façon dont j'ai survécu dans cette maison, et je dois raconter l'histoire à ma manière. Elle a hoché la tête lentement. Je vais organiser une réunion avec les éditeurs. 2 semaines plus tard, j'ai signé un contrat pour mes mémoires. L'avance était substantielle, suffisante pour louer un petit studio où je pouvais écrire et peindre sans distraction. Je me suis jeté dans le travail, narrant non seulement les événements dramatiques de la dernière année, mais les petites indignités quotidiennes qui avaient façonné ma vie en tant que fille invisible des Beauclerc. Tandis que l'automne se changeait en hiver, j'ai reçu un appel inattendu de Célestine. Nous ne nous étions pas parlé depuis la nuit de la fête de fiançailles. On peut se voir ? A-t-elle demandé, sa voix tendue par ce qui aurait pu être de la nervosité. Juste pour parler. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café loin de notre ancien quartier, en terrain neutre. Quand elle est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Fini la perfection soignée, le maquillage soigné, les vêtements de créateur. Cette Célestine portait un jean et un simple pull, ses cheveux tirés en queue de cheval. Tu as l'air différente, ai-je dit tandis qu'elle se glissait dans la banquette en face de moi. Toi aussi, a-t-elle répondu, plus heureuse. Un silence inconfortable s'est étiré entre nous. Je quitte Lyon, a-t-elle finalement dit, je déménage à Marseille. Un nouveau départ. J'ai hoché la tête, non surprise. Qu'en est-il de mère et père ? Le cabinet de père a négocié un accord pour éviter les poursuites pénales. Il est essentiellement à la retraite maintenant. Mère ? Elle a hésité. Elle ne va pas bien. Le scandale a cassé quelque chose en elle. J'ai senti une pointe de quelque chose. Pas vraiment du regret, mais la reconnaissance du coût humain de la vérité. Simon demande de tes nouvelles, a continué Célestine, étudiant mon visage à la recherche d'une réaction. Il t'aime toujours, tu sais. Il ne me connaît pas, ai-je dit fermement. Il a aimé une idée de moi, une fantaisie d'une nuit il y a des années. Peut-être, a-t-elle concédé, mais il ne m'a jamais aimé. Je le savais depuis le début. Alors pourquoi avoir accepté de l'épouser ? Elle a souri tristement. La même raison pour laquelle j'ai fait tout le reste, pour plaire à mère et père, pour être la fille Beauclerc parfaite. Elle a tendu la main à travers la table, sans tout à fait toucher ma main. J'enviais-vous, Clotilde. Ton courage d'être différente, de vouloir plus. Tu aurais pu te tenir avec moi, ai-je dit. Nous aurions pu les affronter ensemble. Je n'étais pas assez forte. Elle s'est redressée, se composant. De toute façon, je voulais juste te voir avant de partir pour dire « Je suis désolé pour tout cela ». Tandis qu'elle se levait pour partir, je l'ai appelée « Célestine. Prends soin de toi ». Elle a hoché la tête, un fantôme de sourire traversant son visage. Toi aussi, Clotilde Rommel. Le printemps a apporté la vente aux enchères du domaine Beauclerc. J'ai assisté en tant qu'observatrice, regardant l'offre d'un étranger sur les atours physiques de mon enfance. La maison a été vendue à un entrepreneur technologique qui prévoyait de la convertir en centre de retraite bien-être. Il y avait de la poésie dans cette transformation. Avec les batailles juridiques réglées et mes mémoires progressant, j'ai tourné mon attention vers la fondation. La première maison romane a ouvert en juin, une maison victorienne rénovée à Bellegarde-sur-Saône, conçue comme un foyer temporaire pour les femmes reconstruisant leur vie après un traumatisme institutionnel ou familial. On opening day, I stood on the porch, cutting a ribbon strung across the front door. Camera flashed, capturing the moment for local news. I looked out at the small crowd gathered on the lawn, I spotted a familiar face, Simon, standing at the back watching me. After the ceremony, he approached cautiously. Félicitations, a-t-il dit. C'est magnifique ce que vous avez créé ici. Merci, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. J'ai lu tes articles dans la revue, a-t-il continué, sur la réforme institutionnelle. Il change les mentalités, change les politiques. J'ai hoché la tête, reconnaissant le compliment. Mon écriture avait trouvé un public au-delà des mémoires, donnant voix à des problèmes longtemps ignorés. Clotilde, a-t-il dit, sa voix baissant. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je ne, pas,
ai-je interrompu doucement. Ce qui s'est passé entre nous, c'était une autre vie. Nous sommes des personnes différentes maintenant, et pourtant je le ressens toujours quand je te vois, a-t-il insisté. Pas toi? Je l'ai regardé. J'ai vraiment regardé l'homme qui se tenait devant moi, pas le souvenir d'une nuit londonienne ou la trahison de fiançailles. Ce que je ressens, ai-je dit prudemment, c'est que je suis encore en train de devenir celle que je suis censée être. Et ce voyage ne vous inclut pas, Simon. Pas maintenant. Peut-être jamais. Il a accepté mes mots avec un petit hochement de tête. Alors laissez-le vivre avec ce qu'il a perdu, a-t-il dit, citant quelque chose que j'avais écrit dans l'un de mes articles. Tandis qu'il s'éloignait, j'ai senti un poids se lever de mes épaules, le dernier attachement persistant à mon ancienne vie enfin libérée. Ce soir-là, je me suis assise dans mon studio, entouré du livre d'or de l'inauguration de la maison romane. Page après page étaient remplis de messages de femmes qui avaient assisté, certaines étant elles-mêmes survivantes, d'autres alliées dans l'œuvre. Une entrée en particulier a attiré mon regard. Ma famille a aussi essayé de m'effacer. Merci de m'avoir montré que je peux écrire ma propre histoire. Tandis que l'été se changeait en automne, j'ai donné une rare interview à une émission de radio de fin de soirée. L'animatrice, une femme à la manière réfléchie, a posé des questions qui allaient au-delà des aspects sensationnels de mon histoire. Que diriez-vous à d'autres qui se sentent invisibles dans leur propre vie? A-t-elle demandé alors que notre temps touchait à sa fin. Je me suis penché vers le microphone. Je dirais que l'invisibilité peut être un super pouvoir si vous l'utilisez correctement. Observez, écoutez, rassemblez votre vérité, et quand vous êtes prêt, quand vous êtes vraiment prêt, entrez dans la lumière selon vos propres termes. Le monde ajustera sa vision pour vous voir. Le jour où mes mémoires ont été publiées, un colis est arrivé à ma porte. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. Une jeune femme tenant un bébé, toutes deux souriantes dans la lumière tamisée du soleil. Au dos, à l'encre décolorée, Romane et Clotilde, pique-nique de printemps. La note qui l'accompagnait disait simplement « Tu as toujours été à moi ». Je n'ai jamais découvert qui l'avait envoyé. Peut-être un vieil ami de la famille ou quelqu'un de l'établissement de soins qui l'avait gardé en sécurité toutes ces années. Mais je l'ai accroché dans mon studio à la fenêtre où la lumière pouvait la toucher quotidiennement. Un an jour pour jour après la fête de fiançailles qui a tout changé. J'ai organisé un rassemblement bien à moi, un bal de réappropriation, à la première maison romane. L'invitation précisait que les invités devaient porter ce qu'on leur avait dit de ne pas porter, que ce soit des vêtements, du maquillage, ou simplement une expression d'eux-mêmes authentique. La maison s'est remplie de rires et de musique, d'histoires partagées dans les coins et de danses qui ne se souciaient pas des conventions. Je me suis déplacé dans les pièces dans une simple robe verte, la même teinte que j'avais portée la nuit où j'avais rencontré Simon à Londres, mais réappropriée maintenant comme mon propre choix, ma propre mémoire. Tandis que minuit approchait, je me suis glissé au dernier étage de la maison. Pas un grenier, mais un espace studio inondé de clairs de lune. Par la fenêtre, je pouvais voir la ville s'étendre en contrebas, les lumières scintillant comme des étoiles tombées sur terre. J'ai pensé à la maison Beauclerc, à la petite fenêtre du grenier où j'avais autrefois pressé mon visage, regardant un monde que je ne pouvais pas atteindre. Maintenant je me tenais à une fenêtre différente, regardant un monde que j'aidais à remodeler. Ils m'ont enfermé parce qu'ils craignaient ce que je pourrais devenir. Ils avaient raison. Je suis devenu libre. Que feriez-vous si votre famille essayait de vous effacer? Disparaîtriez-vous ou deviendriez-vous leur châtiment? Si cette histoire de survie et de transformation vous a parlé, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de force trouvées dans les moments les plus sombres.